Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Mathieu. Salut Lucie, comment il est ? Elle est là, même si la frêle est là aussi à New York. Et toi, comment il est ? Ça va aussi, même si la Réunion me manque beaucoup. Mais on a très bien démarré l'année avec l'épisode de Maticos il y a 2 semaines. Et on continue sur notre lancée avec un nouvel épisode sous le signe de la danse. Alors Lucie, qui accueille-t-on au micro de Bas de Carré aujourd'hui ? Je suis super contente de vous parler de notre nouvelle invitée. C'est Joanne Piémont, aka Luna. Luna, c'est pas juste une danseuse, chorégraphe et prof de danse. Elle est carrément l'âme du voguing à La Réunion. Et en plus, c'est notre ambassadrice pays pour la culture ballroom à La Réunion. Vous l'avez peut-être déjà croisée en action avec In Motion Crew ou dans différents festivals de l'île ou même sur scène avec la talentueuse Maya Kamati. Et si vous avez eu la chance de la croiser en solo lors de concours ou de workshops à travers l'Europe, alors vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui, on va donc plonger dans l'univers de Luna, depuis ses premiers pas dans la danse au port jusqu'à la création de la Maison Lavaux à La Réunion. On va parler du voguing, des ballrooms à Paris et bien sûr de l'impact que Luna a sur la scène ballroom locale. Alors stay tuned, comme on dit, car on va découvrir ensemble l'histoire de Luna, qui est une véritable icône du voguing à La Réunion et bien plus encore. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bienvenue dans Bas de Carré. Aujourd'hui, c'est un honneur d'accueillir Joanne aka Luna. Luna, t'es professeure de danse, chorégraphe et donc danseuse. Tu es aussi l'icône du voguing Made in Réunion et l'ambassadrice de la culture ballroom à La Réunion. Merci infiniment d'être parmi nous, Luna. Bonsoir tout le monde, ou bonjour, dépendant de où vous êtes, à quelle heure il est quand vous écoutez ce podcast. Merci Bas de Carré de m'avoir contacté, ça m'a fait super plaisir. C'est la première fois déjà que je fais un podcast, donc c'est une première pour moi et ça me fait plaisir de pouvoir partager mon histoire avec vous, quoi. Donc merci beaucoup. C'est avec plaisir. Commençons par le commencement, comme on dit. Donc, tu es une enfant du port. À quoi ressemblait ou comment était ton enfance au port ? Alors, mon enfance, plus jeune, j'ai toujours été un peu bercé déjà d'emblée par la musique. Alors, mon père était musicien dans sa jeunesse. Il avait un groupe de Sega. Enfin, il jouait un peu de tout. Genre même du rock et tout, mais la musique qui se démarquait, c'était vraiment le Sega, quoi. Genre, il jouait souvent dans des mariages, pas mal de petits événements dans le quartier. Du coup, vraiment, j'étais passé par la musique depuis mon plus jeune âge. Il jouait de la musique et je regardais pas mal mes sœurs danser pour lui. Depuis jeune, j'étais déjà un peu habitué à cette atmosphère-là, par le spectacle. Mm-hmm. En dehors de ça, j'avais vraiment une enfance, on va dire, assez lambda, entre guillemets, dans le sens où, voilà, comme tout enfant de quartier, voilà, j'ai joué dans la cour avec mes camarades, grandi avec mes amis proches du collège, primaire, jusqu'au lycée. Mais toute, on va dire, ma scolarité jusqu'au collège, ça s'est fait au port. Okay. Après le lycée, je suis allé à Saint-Paul et ensuite, je suis allé en métropole pour mes études. Ouais, on va revenir là-dessus. Ouais. Du coup, donc tu nous disais que la danse, c'était quand tu voyais tes sœurs danser le Sega pour ton papa. Donc c'est vrai qu'on comprend que en fait la musique, ça a toujours une place importante dans ta vie. Et à quel moment en fait t'as commencé à ressentir cette passion pour la danse ? En vrai, c'est compliqué. Pour moi, j'ai l'impression que ça a toujours été là. J'ai eu un moment où j'ai eu un déclic, mais c'est un peu plus tard dans mon adolescence. Mais Okay. On va vraiment dire dans mon enfance, j'ai toujours aimé danser. Même si, par exemple, à l'époque, le fait d'être un peu le seul garçon à vouloir danser, beaucoup caractérisaient ça un peu comme justement différent. Comparé aux autres garçons à l'époque de mon âge, tu vois, genre eux ils voulaient jouer au foot, faire d'autres sports, alors moi je voulais juste danser en fait parce que j'adorais ça. Du coup j'étais toujours un peu pas mis de côté, mais j'étais toujours un peu le différent, tu vois ce que je veux dire, j'étais un peu la personne qui, voilà, le jeune garçon qui sortait un peu du lot, qui était un peu différent parce que j'étais un peu plus efféminé que d'autres garçons, oui. Tu vois. Tu voulais faire les choses autrement.
Voilà, c'est ça. Et par exemple, moi, le foot, etc., le vélo, c'est des sports qui me parlaient pas. Mais Mhm. par contre, la danse, j'aimais beaucoup parce que à la fois, il y a un côté physique que j'aimais bien. Aussi, c'est la télé aussi qui m'a fait prendre conscience que j'aimais la danse vraiment. Alors, en regardant Ok. par exemple des clips d'artistes, voilà, les Beyoncé, les Michael Jackson, tout ça, les Usher. Moi, je suis de génération, voilà, j'ai grandi avec la télé, avec les chaînes de MCM, où justement, j'étais un peu nourri un peu de cette culture-là, avec la culture pop, avec notamment ces artistes qui étaient en émergence, Britney Spears, Beyoncé, tout ça, et surtout les artistes qui me fascinaient le plus c'était les femmes. Donc du coup, Ok. au lieu de danser par exemple comme tel homme, je voulais danser comme Beyoncé, je voulais danser comme Britney, je voulais danser comme ces personnes-là, ces femmes-là, ces femmes fortes-là, parce que je m'identifiais plus à elles plutôt qu'à un autre quoi. D'accord. Et du coup, de mon plus jeune âge, quand je dansais justement comme Beyoncé ou autre, on me disait ah il danse comme une fille. Mais bon, c'est voilà, Oui, c'était un peu le jugement oui, de collégiens, un peu oui, pour voilà. comment mettre des étiquettes sur des groupes ou quoi que ce soit. Mais bon. Exactement. Mais après, c'est à cet âge-là, surtout qu'il n'y a pas d'éducation par rapport à l'identité des gens, etc. À 12 ans, tu sais pas. À Ouais. 12 ans, je savais juste que j'aimais danser comme Beyoncé. Je savais pas que j'allais devenir comme je suis maintenant, tu vois. Mais Mhm. après, pour le coup, cette période-là, ça allait. Même s'il y a des moments où justement, j'essayais un peu de pas de me cacher, mais je faisais attention à où je dansais, dans les espaces où je dansais. Ok. Notamment quand j'étais plus jeune, je dansais beaucoup dans des groupes de quartier, tout ça, des associations et tout. Donc du coup, il y a plein de gens et t'as des gens qui t'accueillent, avec qui tu te sens bien de danser avec eux. Mais t'as d'autres gens où justement, ils vont te juger. Et donc du coup, moi, j'essayais de ne pas être autour de ces personnes-là, quoi. Parce que du coup, je savais que ça allait pas être plaisant pour moi plus tard et même sur l'instant, quoi. D'accord. Donc, du coup, si je comprends bien, c'est au collège que tu entames plus sérieusement la pratique de la danse, c'est ça? Oui, c'est ça, vraiment dans le sens où déjà dans le collège, il y avait pas mal d'intervenants, soit des surveillants et tout, mais ils proposaient des activités telles une option danse entre midi et deux, etc. Donc c'était vraiment la première fois où j'ai pu vraiment m'initier à la danse, bien que j'en faisais déjà dans des groupes de quartier avant, mais il y avait pas, c'était juste on se retrouvait, on dansait vite fait, il y avait pas de technique vraiment. Alors que Mhm. justement, à partir du collège, c'est là où j'ai eu affaire à des enseignants, des professeurs, des mentors, des gens qui m'ont donné un peu une ligne directive et qui m'ont un peu formé sur comment préparer par exemple un spectacle, préparer une chorégraphie, tout ça. Donc c'était vraiment à partir du collège. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à me rendre compte que il y avait un truc qui me parlait dans cette danse-là, dans cette façon de bouger, de s'exprimer. Je me disais qu'il y a un truc pour moi là-dedans et c'est pour ça que j'ai continué, quoi. Ok. Donc tout à l'heure, tu nous parlais de tes sources d'inspiration, donc Britney, Usher, Beyoncé, et puis Mhm. aussi la télé en fait, qui a joué un rôle important. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi les styles de danse que tu explorais à ce moment-là, au début Ok. de ton parcours? Alors, du coup, tu me mets dans le contexte de l'époque, justement. Pour moi, c'était Ouais. compliqué de poser un nom sur ces styles de danse parce que j'avais pas de connaissances. Parce que pour moi, c'était juste danser comme Beyoncé ou danser comme Britney. Mais après, plus tard, en apprenant, je sais que maintenant, par exemple, le style que Britney faisait dans ses chorégraphies, ça s'appelle du street jazz ou le style que Beyoncé et Usher faisaient, c'est du hip-hop. Genre, j'ai découvert D'accord. le hip-hop vraiment au collège, quoi. J'ai vraiment appris les codes et tout au collège. Donc, du coup, pour un peu globaliser tout ça, j'aime bien dire que je fais de la danse urbaine. Parce que du coup, c'est vraiment de la danse de rue, finalement. Mhm. Même si le street jazz, c'est une danse que les gens apprennent souvent dans les écoles de danse et tout, et le hip-hop aussi maintenant, mais ça reste quand même très attaché à la rue. Donc c'est pour ça que souvent, quand les gens me demandent qu'est-ce que que je faisais au début, je dis souvent danse urbaine parce que ça regroupe pas mal de choses. Après aussi, il y a un détail que j'ai oublié de dire, quand je faisais du hip-hop aussi, du coup au collège, je faisais également une autre discipline qui est le dancehall. Et ça, je l'ai découvert en fait avec une de mes nièces qui faisait cette danse-là. Et du coup, elle, c'est vraiment la personne avec qui on a grandi ensemble, même si on est neveux, enfin nièce, tonton, on est vraiment comme frères et sœurs. Et on a toujours Mhm. dansé ensemble. On a toujours dansé ensemble et on danse ensemble pour des baptêmes, mariages et tout.
Et elle faisait du dancehall. Elle faisait vraiment partie de la communauté dancehall du port. Donc, ils organisaient souvent des sound systems, des concours de danse, des battles, des concerts et tout. Donc, du coup, elle allait danser. Et du coup, moi, comme j'étais trop jeune, je pouvais pas monter sur scène. Et puis, c'était pas un milieu pour mon âge. Du coup, moi, j'étais sur le coin et je regardais. Du coup, je regardais, j'apprenais aussi ce qu'ils faisaient, mais je pouvais pas danser parce que c'est une danse qui, à 12 ans, c'est compliqué parce que c'est des mouvements, c'est subjectif, voilà, il faut l'assumer, etc. Et surtout, bah, comme Beyoncé, Britney et tout, les mouvements que moi, je gravitais plus vers, c'était des mouvements féminins. Et dans la culture jamaïcaine, avec le dancehall, ils sont très, je vais le dire, c'est très homophobe, je trouve. Dans la culture jamaïcaine, la danse, elle est très homophobe dans le sens où, voilà, ben, beaucoup de personnes homosexuelles là-bas peuvent être tuées, frappées et tout. Et il y a beaucoup de codes. Dans le dancehall, pareil, il y a des mots, il y a un style de danse vraiment relié aux hommes et un style de danse relié aux femmes. Et du coup, ben, moi, je gravitais plus sur le style de danse des femmes, quoi. Et comme je savais que je pouvais pas le danser librement dans ces espaces-là, ben, du coup, je regardais de loin et j'apprenais, mais je dansais chez moi, quoi. Ok, ça marche. J'aimerais qu'on passe un peu plus loin et à la création de InMotion Crew. Je vais en parler en introduction. InMotion Crew, c'est le groupe que tu as créé avec ta cousine au lycée, il me semble. En fait, qu'est-ce qui vous a inspiré pour la création de ce... Alors en fait, on n'a pas créé le groupe InMotion, c'était une personne extérieure qui a contacté plusieurs danseurs, il nous a rassemblés et il a dit ben voilà, j'ai besoin que vous fassiez un groupe de danse. Et après en fait nous, et ben justement ma nièce et moi, on s'est réapproprié son projet et on l'a mis à notre sauce. Et en fait, c'est comme si à partir de ce qu'il a fait, en fait, on a recréé quelque chose d'autre. Et de là est né InMotion, en fait. Et du coup, nous, InMotion, en fait, on a vraiment voulu le créer parce que on voulait déjà, s'exprimer, on voulait danser. Et c'était vraiment l'occasion pour nous de s'exprimer à 100% en termes de chorégraphie, de spectacle, de show, de concours, etc. Et dans la même période, justement, quand je suis arrivé au lycée, c'est aussi la période où j'ai eu Internet pour la première fois, où justement j'ai commencé vraiment à explorer, chercher pas mal de choses. Entre parenthèses, je suis un vrai geek, j'adore chercher pas mal de trucs, de références et tout. Et donc du coup, dès que j'ai eu Internet, j'ai commencé à creuser, à chercher au max de différents styles de danse, j'ai creusé quoi. Et c'est là que j'ai découvert le voguing. Ok. Je me suis dit, c'est super intéressant et c'est un truc qui a jamais été fait à La Réunion. Pourquoi pas on n'essaierait pas d'ajouter ce style de danse-là dans nos chorégraphies? Ok. Est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est le voguing? Enfin, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient pour nos éditeurs? Bien sûr. Alors, le voguing, déjà, c'est une danse qui vient de la ballroom scene. Donc, la ballroom scene, c'est le mouvement qui va englober toute cette culture-là. Donc, elle a été créée dans les quartiers afro-latino de New York, plus précisément à Harlem. En fait, elle vient de la culture LGBT. Donc, il vient de la communauté LGBTQIA+, de New York. Et donc, c'est vraiment relié aussi à la communauté racisée, noire. Pourquoi je précise vraiment cet aspect-là? Parce qu'en fait, la ballroom scene et le vogue, justement, vient d'un mouvement de rébellion. Donc, en gros, c'est une danse qui imite les poses des mannequins d'un magazine. D'où le nom Vogue, comme le magazine de mode Vogue. Donc, dans l'idée, en fait, le Vogue a commencé durant les balls qui sont une compétition où plein de gens de la communauté se retrouvent et s'affrontent sur de la musique. Et de base, avant même qu'il y ait de la danse, c'était d'abord des concours de mode et de beauté. Et en fait, ce qui s'est arrivé durant des battles avec la musique, en fait, comme c'est beaucoup basé sur de la musique house, disco, tout ça, mais il y a une personne, elle a pris un magazine Vogue, elle a montré la couverture, et l'idée c'est qu'elle imitait les poses sur le magazine. Genre, elle tournait la page, il y avait une pose, elle faisait la même pose. Elle tournait une page, elle faisait la même pose. Et elle faisait ça sur le rythme de la musique, en fait. Et quand il y a eu ce moment-là, en fait, les gens commençaient à faire la même chose. Et en fait, il y a un mouvement de répétition, un peu un effet domino qui a créé cette danse. D'accord. D'où le nom Vogue, en fait, qui sont du coup des imitations de poses de mannequins sur un rythme de musique. Ça, c'était vraiment le début du Vogue. Après, maintenant, ça a évolué sur différentes branches qui a vraiment chacun ses codes. Parce que dans le Vogue, il y a plein de styles de danse aussi. Donc, on peut en parler plus tard s'il y a besoin d'être plus détaillé là-dessus. Ou si je peux en parler maintenant. Comme tu veux. Ok. En fait, le voguing, c'est le grand style et il y a 3 sous-styles. Il y a le old way, qui est le premier style de Vogue. On peut le retrouver dans le clip de Madonna.
Vogue d'ailleurs. Là, dans ce clip-là, ils font du Old Way et c'est d'ailleurs l'une des premières, on va dire, représentations médiatiques de cette danse dans les médias. J'aime trop cette musique. Oui, non, mais c'est incroyable. Et après, il y a le New Way, pareil, une forme de voguing avec beaucoup de contorsion. Et après, il y a le Vogue Femme qui a été créé par les Femme Queens, qui sont les femmes trans qui voguent, qui sont de la communauté. Donc voilà, donc la ballroom scene et le Vogue, c'est un mouvement et une danse qui a beaucoup de codes. Donc du coup, pour revenir à In Motion Crew, donc tu fouilles sur Internet, tu trouves le Vogue sur YouTube. Ouais. Donc on peut dire que déjà Internet a joué un rôle assez important dans en fait ce qui est aujourd'hui In Motion Crew et du coup en fait comment t'abordes le processus de création d'une chorégraphie? Oui, même si In Motion Crew a son identité et vraiment son identité à part entière, l'idée c'est que chaque membre avait un peu sa différence. Et du coup, moi j'ai apporté ce côté vraiment queer avec le Vogue. Et d'ailleurs, on est le premier groupe de la Réunion justement à représenter ces danses-là sur l'île. On a été champion de la Réunion sur plusieurs reprises et en mettant en avant ces styles de danse. Et c'est ce qui a fait notre différence sur plusieurs années, même actuellement. Maintenant, le groupe a bientôt 13 ans et on est toujours aussi actif. Pour répondre à ta deuxième question, par rapport au processus de création, alors moi, souvent, quand je crée, j'aime écouter, par exemple, j'ai une chanson qui va beaucoup m'interpeller, elle m'inspire, je vais l'écouter non-stop. Jusqu'à ce que la chanson, elle me saoule. Et à partir de ce moment-là, je réfléchis à pas mal d'idées de positionnement, de placement. Et après, quand on se retrouve tout le monde en répétition, je fais un peu des tests, c'est-à-dire, allons-y ce mouvement-là, je vois que ça passe. Ok, je rajoute un truc. Ok, on va rajouter ça. Autant il y a des gens qui ont, par exemple, je compare avec ma nièce, justement, on est tous les deux chorégraphes d'InMotion. Elle, autant, elle arrive à imaginer une chorégraphie dans sa tête directement. Et quand elle arrive en répétition, allez, j'ai trouvé la choré, allons faire ça. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'aurais juste plein de petites idées, mais la chorégraphie, elle doit se faire sur le moment, à la répétition. Plus dans l'intuition, tu veux dire? Oui, voilà. Je vais essayer un mouvement. Si ça passe pas, on change. On changera jusqu'à ce qu'on trouvera le bon. Donc, voilà. Ça marche. Je voulais revenir sur le fait que In Motion Crew a remporté plusieurs prix et même vous devenez champion de la Réunion. Oui. Est-ce que tu peux nous partager quelques moments forts ou expériences marquantes que vous avez vécues? Oui, bien sûr. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais dit que j'avais eu un déclic un peu bien dans mon adolescence. Et en fait, c'était durant cette période-là. Parce qu'en fait, une association du port organisait un concours de danse qui s'appelle le Urban Stand-Up. Et c'était en gros le concours de la Réunion pour les groupes de danse qui font du debout. Parce qu'en fait, tu as les concours de breakdance qui sont des danses au sol. Et après, tu as les concours debout qui sont des concours, du coup, pour les danseurs qui font pas du break, quoi. Et du coup, c'était un concours chorégraphique. On devait préparer 3 chorégraphies, une sur une musique de notre choix, une sur une musique qui nous imposait. Donc, on n'avait pas le choix, on devait vraiment tous créer sur la même musique, tout le monde. Et ça, je trouve que c'était super intéressant. Et un autre, c'était sur un thème imposé. On a fait ce concours-là, on l'a fait 3 fois. La première fois, on est allé vraiment en tant que spectateur et on a participé. En fait, ils ont ouvert des catégories de battle pour les gens qui voulaient faire. Et du coup, il y avait une catégorie dancehall. Ma nièce et moi, on s'est dit, sur un coup de tête, allez, on le fait. On va faire, on y va, let's go. Et du coup, on le fait. C'est ma première fois que je fais un battle. C'est la première fois que je monte sur scène face à un jury d'experts dans leur discipline. À ce moment-là, j'ai en face de moi un danseur de dancehall pro qui a un très bon niveau. Donc du coup, moi, je dis, qu'est-ce que je fais? J'oublie et je danse, je balance tout. Et je vois que je gagne un battle, je gagne un deuxième battle, je gagne un troisième battle. Donc je suis là, mais en fait ils aiment ce que je fais. Ils aiment ce que je fais en fait, c'est pas terrible. Enfin, je danse pas si mal que ça, tu vois. Et en fait, le fait de voir qu'un panel de juges experts valide ma danse, c'est là que je me suis dit en fait, c'est bon. Toute la peur que t'avais quand t'étais plus jeune au collège et tout, enfin, c'est bon, t'as pu avoir peur parce que des artistes pros valident ce que tu fais. Donc s'ils aiment, donc ça veut dire que ce que je fais, c'est pas si mal que ça. C'est à partir de là que j'ai eu mon déclic, que je me suis vraiment mis à fond. Pour moi, c'était la première année. On l'a refait l'année suivante. Et là, on était vraiment beaucoup plus ancré dans notre chorégraphie, dans notre côté vraiment concours. Là, on arrive en 3e place. J'étais un peu déçu.
Je vais pas te mentir. J'étais un peu déçu parce que voilà, je me suis rendu compte aussi que j'étais très compétiteur. Mais dans le sens positif, c'est-à-dire, je vais prendre un peu toutes les défaites que j'ai eues en moteur pour me dépasser à chaque fois. Et souvent, justement, j'utilisais un peu toutes ces moqueries homophobes, grossophobes, pour justement m'aider à me dépasser, en fait. Même si on était sur le podium, pour moi, c'était une défaite. Du coup, je me suis servi de ça pour l'année suivante, où on a travaillé dur, hein, on a vraiment travaillé dur. Pour celui-là, on avait, pareil, un thème imposé, une musique imposée et un thème libre. Et pour la chorégraphie libre, on s'est dit, on va faire un thème uniquement sur Beyoncé. Genre, on n'avait que des sons sur Beyoncé. Et on a commencé direct avec du Vogue pour vraiment marquer le truc, pour montrer qu'on est là, pour montrer ces danses qui n'ont jamais été vues à La Réunion. Et on a direct commencé avec du Vogue. On a lancé le truc directement pour montrer c'est quoi ces danses queer-là. Et en plus, dans une motion crew, ce qui est bien, c'est qu'en fait, les gens de cette troupe, ce ne sont pas des gens qui fréquentent beaucoup la communauté de la danse de La Réunion. Il y en a qui bossent à tel endroit, à tel endroit. On a notre petite vie et on se retrouve pour danser ensemble à ce moment-là et on s'exprime. Il n'y a pas forcément des danseurs pros ou semi-pros. Et il y a beaucoup de personnes LGBT dans le groupe aussi. Donc c'était aussi pour nous une façon de militer en fait. On militait un peu notre art à travers, on militait un peu notre communauté à travers cet art qui est la danse. Et du coup, ce concours-là, la troisième année, on l'a remporté. Ah. Et la même année, voilà, on a gagné ce concours-là, on a gagné d'autres concours de danse la même année. Je crois qu'on avait gagné 6 ou 7 trophées durant cette année-là en chorégraphie. On n'a pas chômé et on était fiers parce qu'on a vraiment travaillé dur et ça s'est vu, quoi. Et ça s'est ressenti et ça a payé. Ok. Donc là, je vais faire une petite transition. Donc après tous ces succès, In Motion Crew prend une pause parce que comme beaucoup d'entre nous, tu quittes La Réunion pour des études en licence en langue étrangère et communication à Toulouse. Alors, ma question, c'est pourquoi Toulouse? Alors, Toulouse, parce que c'est ce qu'ils m'ont accepté. Parce qu'en fait, j'ai fait 2 demandes. Je demandais à Paris et je demandais à Toulouse. Alors, Toulouse, c'était vraiment au hasard. En fait, par rapport à la filière que je voulais faire, du coup, langue étrangère et communication, Toulouse, ils proposaient, en fait, je me rappelle, dans ma classe au lycée, tout le monde quasiment pas en métropole et tout le monde avait une ville différente. Et moi, je voulais une ville autre que celle qu'ils ont pris. Je voulais me démarquer, je voulais être différent. Je voulais être différent. Du coup, j'ai dit, allez, Toulouse, ça a l'air sympa là-bas, c'est dans le sud, c'est près de l'Espagne. On va voir. Et j'ai quand même demandé Paris en priorité, parce que j'ai de la famille là-bas. Mais d'emblée, dès que j'ai demandé Paris, ils m'ont dit, vous n'êtes pas prioritaire parce que vous n'êtes pas de Paris, quoi. Genre, voilà. Du coup, je savais que j'allais pas avoir Paris. Mais Toulouse, ils m'ont accepté. Et je me rappelle que dès que j'ai eu la réponse, quand ils m'ont dit que c'est bon, vous êtes accepté pour aller à Toulouse, j'ai fondu en larmes. Parce que j'étais triste, mais en même temps que j'étais hyper content, mais que j'avais peur surtout. Parce que je savais que ça allait être le début de plein de choses pour moi, que j'allais commencer un peu tout de zéro. J'allais quitter un peu ma zone de confort, qui était La Réunion. Et à La Réunion, voilà, j'avais mon groupe, j'avais mon confort, j'avais ma famille, j'avais tout le monde. En plus, t'es le petit dernier, non? Oui, ma fille. Ben voilà. Il était Petit gâté, ça va là. Justement. Mais c'est ça, enfin, t'es le petit dernier, dès que t'avais un petit souci, tout le monde à la rescousse. Tu vois? Là, les baisers, Bizarre. Mais d'un côté, je connais que fallait Mité ça va. Parce que si Mité ça pas, il n'aurait pas pu expérimenter tout ce que Mité veut faire. Et j'aurais pas pu faire vraiment, j'aurais pas atteint les objectifs que je voulais. Parce que d'un côté, il y avait le côté universitaire où voilà, je voulais mon diplôme à tout prix. Je me suis engagé avec mes parents pour avoir mon diplôme, déjà ça. Et aussi, je savais que je voulais faire des trucs avec la danse, quoi. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller. Mais voilà, c'était un peu la réalisation où je me dis, allez, ça y est, ça va être dur l'année prochaine. En gros, c'était en mode attache ceinture, mettre cax, parce que là, ça va être chaud, quoi. C'était très dur, mais j'ai appris énormément. C'était vraiment une période qui m'a renforcé en tant que jeune adulte, en tant que jeune étudiant, où c'était vraiment, on m'a jeté un peu dans la fosse au lion, où j'ai dû vraiment apprendre tout de moi-même. Déjà, en tout ce qui concerne, voilà, l'administratif, la maison, les papiers, la CAF, ceci, les impôts, factures, toutes les histoires comme ça. Mon premier appart. Après, il y a cette indépendance aussi qui est cool, hein, que tu découvres. C'est une nouvelle vie, c'est vraiment une période où tu es vraiment seul. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. Et être qui tu veux aussi. Et aussi être qui je veux. Et c'était aussi pour moi un peu une façon d'échapper à ça.
beaucoup de personnes, en tout cas, j'ai pas mal de gens de ma communauté qui sont allés en France aussi, en métropole, me disent un peu la même chose. Beaucoup ont dû quitter la Réunion. En tout cas, je parle en 2013-14, hein. En 2023, c'est plus pareil. Mais à l'époque, beaucoup de gens quittaient la Réunion pour justement pouvoir être qui elles veulent être ou qui elles sont, parce que c'était beaucoup plus facile en fait. Là-bas, personne te connaît, donc tu peux être toi-même, tu peux être qui tu veux et avec qui tu veux, et personne ne va te juger parce que personne te connaît. En fait, ça m'amène directement à ma prochaine question, parce que là, on parle un peu d'identité, etc. Et il me semble en fait que tes études, ça a contribué à la concrétisation de ton image de marque / alter ego, Luna. Oui. Le choix du nom, c'est toujours une partie intéressante dans l'identité artistique ou même l'identité en général. Donc, je me demandais pourquoi tu as opté pour le nom Luna. Et est-ce qu'il y a une signification particulière derrière ce choix? Oui, alors il y a même plusieurs significations. En fait, c'était plusieurs éléments qui se sont rassemblés qui a créé Luna. Parce qu'en fin de compte, justement avec InMotion Crew, quand on faisait décorer, moi j'étais quelqu'un qui était souvent inspiré le soir. Comme il dit, il a un bébé de la nuit. C'est le soir, mais il dort pas, mais il écoute la musique. Il va de chorégraphie le soir. De mon pour dormir, moi, il a mon casque sur mes oreilles, ma pour surfer. Sur YouTube, il de la musique, ma pouvoir décorer, des inspirations. Déjà, il y a ce côté-là où Milan Moon, il est beaucoup plus présent la nuit. J'adore le jeu vidéo. Milan est geek, hein, Mazao, mais il adore le jeu vidéo, animé, manga, tout ça. Dans Sailor Moon, un manga très connu, mais moi, j'aimais trop Sailor Moon. Bah oui, il y a le chat noir qui s'appelle Luna, qui est un personnage que j'adore. Et moi, je suis quelqu'un qui adore les chats. Genre, mon premier chat s'appelait Salem, qui était un chat noir. Un chat noir. Et le tout premier bol que j'ai fait, je sais qu'on en parlera un peu plus tard, mais le premier bol que j'ai fait, du coup, qui est le premier compétition de Vogue et d'autres catégories que j'ai fait, en fait, le thème, c'était les Marvel, les DC Comics, les jeux vidéo. En fait, c'était relié sur cette culture-là. Et en gros, ma catégorie, je devais être habillée comme si j'étais l'enfant d'un couple de super-héros. Donc, du coup, moi, j'ai dit, je suis l'enfant de Catwoman. Ah, cool. Catwoman, c'est une mère célibataire, elle a un enfant, et c'est moi. Et du coup, je me suis dit, il y a trop d'éléments reliés au chat noir, à la nuit. Et ce côté aussi un peu spirituel, mystique aussi, avec la lune et tout. Je me suis dit, t'es belle, Luna. Même quand j'étais déjà au collège, avant de monter sur scène pour un spectacle, je me mettais toujours dans mon coin où justement je méditais, ou bien je me mettais un peu, je parlais à personne, je faisais un peu, je tournais en rond, ou je m'écoutais en fait, et je prenais le temps en fait de réveiller un peu ce personnage qui sommeille en moi pour danser. Mais sauf qu'avant, il n'y avait pas de nom sur ce personnage-là. Du coup, je dansais, je défoulais, et quand c'était fini, je redevenais un peu moi-même, voilà, très jovial, très timide et tout. Mais quand je danse, je suis quelqu'un d'autre. C'est Luna qui sommeillait, en fait, qui demandait qu'à sortir. Et ça, j'ai dû parcourir pas mal d'expériences dans ma vie, à La Réunion et en dehors de La Réunion, pour le découvrir. C'est trop inspirant, je trouve. Ce petit chat là qui sort un peu la nuit, enfin, c'est trop bien. Ouais, c'est ça, c'est une double vie. Même là, c'est une double vie. Mais sauf que là, la double vie, elle est plus cachée. Parce qu'avant, je cachais un peu. Parce que quand j'étais en France, en métropole, je parlais pas trop à ma famille de ce que je faisais en dehors des études. La danse et tout, j'en parlais pas. Je pense que j'avais peur du retour que ça pouvait avoir. J'avais peur qu'ils disent, c'est quoi ça? Et parce que mine de rien, voilà, la ballroom seat, même si c'est ultra créatif, pour quelqu'un qui connaît pas, ça peut être choquant dans le sens où, voilà, les gens, c'est beaucoup dans l'exubérance, beaucoup dans, limite un peu l'exhibition, mais artistique, tu vois. Donc, faut quand même un minimum d'ouverture d'esprit. Donc, si t'es pas ouvert d'esprit ou que, voilà, tu vois ça sans forcément connaître le vocabulaire, ça peut choquer. Et donc, moi, j'ai dû, voilà, un peu me cacher mais voilà, ça a changé entre temps. Tu trouves tout de suite la transition pour moi, parce que du coup, je voulais revenir à ton parcours sur les routes de la France hexagonale. Ouais. Donc, tu disais, t'étais à Toulouse, et puis de temps en temps, tu te rends à la capitale. Donc, Paris est une révélation pour toi, parce que lors de tes visites, donc comme tu nous en as déjà un peu parlé, tu découvres les ballrooms. Les balles, oui. Et du coup, moi, je voulais que tu me parles un peu des ballrooms et des house, et en fait, comment elles animent ou elles ont influencé en fait ta trajectoire artistique. Yes. Ou aussi peut-être nous expliquer le principe des house. Yes. Alors déjà, juste une petite correction dans le vocabulaire, c'est
la ballroom scene, ça va englober tout. Et en fait, l'événement, c'est un ball. Donc du coup, par exemple, au lieu de dire les ballrooms, c'est plutôt les balls. Mais t'inquiète, hein, t'es pas la seule. Je suis encore débutante. Oui, t'inquiète. Justement, mon job aussi, c'est de corriger pour que justement que t'aies le vocabulaire. Donc t'inquiète, y a aucun souci là-dessus. Alors en fait, du coup, en effet, comme tu dis, Paris, c'était vraiment la grosse révélation. Au début, je me rappelle, j'allais faire un job d'été à Paris. Et dans la même période où je faisais ce job-là, il y avait un grand danseur new-yorkais qui était de passage à Paris pour un spectacle. Il dansait dans la compagnie Alvin. C'était qui? Il s'appelle Reynaldo Morris, un new-yorkais, et qui dansait dans la compagnie, qui danse toujours d'ailleurs, dans la compagnie Alvin LA. Donc du coup, qui est une compagnie de danse contemporaine afro-américaine. Voilà. Qui montre que voilà, même les corps afro-américains peuvent très bien danser la danse contemporaine. Et en plus, avec cette culture justement afrocentrique, d'autres références qui s'ajoutent dans cette danse-là. Et donc du coup, c'est un beau melting pot quoi de danse. Et du coup, il a profité de son passage pour faire un atelier de Vogue, donc un workshop. Il l'a fait. Et du coup, je me suis dit ça, c'est l'occasion enfin de faire un cours de Vogue et tout. Donc j'y vais parce que mine de rien, avec InMotion avant, on faisait du Vogue certes, mais on apprenait depuis YouTube. Il n'y avait pas vraiment de technique quoi. Donc du coup, lors de son passage, c'était vraiment l'occasion pour moi d'apprendre au maximum. Parce que du coup, quand j'étais dans cette période-là, j'allais apprendre beaucoup de styles de danse pour que lorsque je vais à la Réunion, j'apprends tout à InMotion. Et après, je repars. L'idée, c'était ça, de base. Mais lorsque j'ai fait ce cours, déjà, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais à la Réunion avec InMotion, c'était pas vraiment la bonne technique, mais j'ai appris. Mais ça m'a surtout permis en fait de rencontrer les gens de la ballroom scene parisienne. À partir de ce moment-là, j'ai commencé un peu à faire un petit réseau, à rencontrer les gens, à me rapprocher d'eux. Et il y avait une personne qui a organisé un événement qui s'appelait la Crème de la Crème, qui était à Paris, juste à côté de là où je logeais en plus, donc je pouvais y aller à pied, c'était gratuit. Un événement gratuit à Paris, jamais vu ça. Mais c'était gratuit. Et du coup, j'y suis allé. Et là, c'est là que j'ai découvert mon tout premier bol. Mon tout premier bol. Et en fait, ce qui m'a scotché, c'était vraiment l'ambiance, quoi. Dès que t'arrives, le DJ, il est à fond, la musique excellente. Et tu vois une communauté de personnes qui sont tous et toutes totalement différentes, mais elles se retrouvent tous pour partager la même chose, leur amour de la ballroom scene. Tu vois des personnes avec des corps différents, des grands, des petits, des minces, des gros, et tout le monde est célébré, quoi. Et moi, ce que j'ai aimé le plus, en fait, qui m'a surtout le plus marqué, c'était vraiment l'unité. C'est-à-dire, c'était vraiment, par exemple, comme on va faire un service La Réunion, la poussière, ou même quand on fait un rond, quand t'as une fête, les gens font un rond, tout le monde danse, tout le monde est uni. C'est la même chose. C'est un peu, il y a ce côté très spirituel où il y a un gros partage d'énergie, où t'es vraiment dans le centre et tout le monde danse. On est tous en communion, vraiment. Et je me rappelle quand j'ai dansé pour la première fois, justement, on m'a poussé sur scène pour que j'y aille. J'étais pas prêt, mais j'y suis allé. Du coup, j'étais déjà là. Là, j'ai fait ce que je savais. Ils ont adoré. Ils ont même coupé la musique. Ils m'ont demandé what's your name, genre comment tu t'appelles et tout. Du coup, moi j'ai dit je suis Johan de la Réunion, direct de la Réunion parce que il faut représenter, pour représenter la Réunion. Hein. Du coup, j'ai dit direct et ils m'ont dit voilà, franchement continue, lâche pas et reviens. Voilà quoi, il y a eu vraiment ce soutien et ça m'a vraiment aidé à trouver la communauté que je cherchais depuis plusieurs années quoi. Surtout que quand je suis arrivé à Toulouse, c'était compliqué pour moi de me retrouver en tant que danseur parce qu'en fait j'étais vraiment seul à Toulouse. Tu sais quand t'arrives dans une ville où tu connais personne, t'as une passion mais t'arrives pas vraiment à t'exprimer parce que je dansais dans la rue avant avec InMotion. Et là-bas, tout c'est dans les écoles de danse. Tout c'est dans les écoles de danse, faut payer. J'avais pas forcément l'argent pour pouvoir payer des cours de danse à l'année. Donc du coup, quand j'ai découvert avec la ballroom scene, qui justement déjà était gratuit et qui était surtout gratuit pour les gens comme moi dans ma communauté, je me suis dit c'est accessible et c'est inclusif. Ça te correspond en fait. Exactement. Je me rappelle, j'ai eu une réflexion où me disait toi, j'aime trop comment tu danses et tout. En plus c'est bien, t'es grosse mais t'assumes ton corps et tout. Au début j'étais là quoi, grosse. Mais après au final je me suis dit en fait non, c'est un compliment. C'est un compliment, c'est-à-dire en fait
il m'a fait prendre conscience qu'en fait, que dans ma corpulence, ben, je m'exprimais à fond et en fait, ça s'est ressenti parce que ça a été célébré en fait. Finalement, ma corpulence, c'est devenu ma force. Parce qu'en fait, pas mal de personnes justement qui, à cause de leur corpulence, se sentent complexées et ont peur d'aller au bout, ont peur de danser, d'aller plus loin, parce qu'ils disent non, je suis trop gros, je suis trop grosse et tout pour faire ça. Du coup, mon combat depuis ça, c'est de montrer que nous aussi on est capable d'être aussi bon que qui que ce soit, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les house du coup? Parce que. Ah oui, ouais, oui, excuse-moi, je m'y ai pas pied à moi, mes cousins, ok. pareil. Il y a plein de choses à dire de toute façon. Oui, grave. Oui, donc du coup, alors, pour revenir sur les house. Déjà, si on se remet dans le contexte de l'époque de la ballroom scene, qui est dans les années 70-80, beaucoup de personnes queer, donc de la communauté LGBT, QIA+, pouvaient, ben voilà, se faire mettre à la rue, se faire virer de leur boulot, même se faire même parfois tuer, agresser, à cause de leur orientation sexuelle et identité. Et donc du coup, on était vraiment mis dans des situations d'insécurité. Et notamment, voilà, pour une communauté c'est vraiment des minorités sur des minorités, c'est vraiment des couches sur couches, quoi. Et donc du coup, la ballroom scene a décidé de mettre en place justement des house, donc des maisons, qui sont en fait un peu comme une deuxième famille. Je vais voir par exemple un jeune queer qui est à la rue, au lieu de le laisser dehors, ben, en fait je vais lui dire, ben tu sais quoi, rejoins ma house, comme ça ben on est ensemble, je t'aide à te développer déjà dans la vie en termes social, mais je veux aussi ben que je te développe dans le monde de l'art, donc dans la ballroom scene. Donc l'idée c'est de donner un espace en fait de sécurité, d'expression pour des jeunes. C'est vraiment un endroit où plein de jeunes s'expriment. Et donc du coup, une house, c'est un peu comme une famille du coup. Donc du coup, on a une mother, donc une mère, un father, et t'as les kids. La mother, c'est celle vraiment qui gère quoi. La mère, c'est la mère, c'est elle qui gère tout le monde, qui les aide à se développer. Et après, tu as les kids. Donc les kids, c'est les enfants, et les enfants, ben ils sortent pour les balls, et ils participent à des catégories, ils gagnent ou ils perdent, mais voilà. Mais du coup, les house, elles se confrontent dans les bols alors. Si j'ai bien Exactement. compris. C'est Ok. ça. Et du coup, le bal, en fait, c'est le lieu de rassemblement où justement, ben, c'est vraiment la compétition. C'est un peu comme si un peu, je mets dans le contexte de l'école, c'est un peu comme si, ben, les entraînements avec la house, c'est un peu comme les devoirs, et le bal, c'est le contrôle. C'est le Ok. contrôle. Où t'as toutes les différentes houses qui s'affrontent, et la house qui a le plus de trophées, ben, c'est la meilleure house, etc., quoi. D'accord. C'est vraiment une compétition pour les participants, mais pour les gens du public, c'est un spectacle. Parce que du coup, c'est toutes ces houses qui s'affrontent. En plus, il y a ce côté très fashion, très exubérant, parce que beaucoup de houses, du coup, s'inspirent du monde de la mode. Déjà, même dans les noms de house, par exemple, je suis à la House of Mugler, la House of Balenciaga, la House of Revlon, qui est la House of, qui est une marque de maquillage. Enfin, voilà. Ils sont beaucoup inspirés de la mode, mais après, tu as aussi des houses qui s'inspirent d'une esthétique ou d'une façon de voir les choses ou d'un mouvement. Par exemple, moi, je fais partie de la House of Ninja qui a été créée à New York. C'est l'une des premières houses. Et justement, la mother de la House of Ninja, qui s'appelle Willy Ninja, elle a créé cette house avec ce nom pour montrer en fait ce côté vraiment mystérieux, mais aussi très performant sur la scène. C'est-à-dire en fait, son slogan, il disait, d'ailleurs, dans un documentaire qui s'appelle Paris is Burning, il le dit, et tu peux même le regarder si ça t'intéresse, même vous aussi, ceux qui nous écoutent, je vous conseille de le regarder, il est très intéressant. Et il dit souvent, les ninjas, quand ils sont sur le floor, ils viennent, ils tuent tout le monde, et ensuite ils repartent. Ni plus ni moins. Ok. We are assassins. On est vraiment des assassins. On vient, on tue tout le monde, et après on part. Il y a ce côté vraiment très mystérieux, mais du coup, les ninjas, ils ont la réputation d'être très très forts en danse. Ok. Donc voilà. Ok, donc en fait, finalement, on comprend que c'est un peu un renversement parce que tu disais avoir subi des moqueries grossophobes et homophobes au collège et au lycée. Et là, à Paris, tu ouvres en fait un espace de célébration qui, entre guillemets, en fait, tu deviens le plus size queer artiste, en fait, plutôt que... Exactement. Enfin voilà, toutes ces choses qui étaient traitées négativement, en fait, ça devient ta force, ça te permet d'assumer qui tu es et ça a dû être super libérateur, en fait. Ah oui, c'est exactement ça. C'était vraiment hyper libérateur. Et surtout, je me suis vite, enfin,
vite, cette façon de parler. Mais je me suis rendu compte après que c'était devenu un peu une responsabilité pour moi de montrer cet aspect-là. C'est-à-dire, en fait, que je devienne un peu le visage pour cette branche de la communauté, les plus size qui sont danseurs. Parce que, au début, moi, je me rends pas compte. Moi, je viens, je danse, je fais mon truc et je rentre chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Je retourne en cours. Mais après, des fois, je reçois des messages de gens du Brésil, du Mexique, du Japon, des gens que j'ai jamais vus de ma vie et qui me disent Luna, je te regarde sur YouTube et tu m'inspires parce que tu es une personne plus size et ça me fait plaisir de voir quelqu'un comme toi qui danse et ça leur donne envie de monter sur scène quoi. Et quand je vois des messages comme ça me rend hyper ému parce que je me dis mais qui aurait pensé qu'un jour moi qui sors de la Réunion, Tigalela, touche autant de personnes quoi, tu vois? Ça fait hyper plaisir. Je fais une petite parenthèse, mais c'est plus du coup la rattacher à la Réunion. C'était un message que j'avais reçu d'une jeune réunionnaise et qui m'avait énormément touché, justement par rapport au message que j'ai transmis, qui me disait que elle a toujours voulu faire des concours de beauté, mais elle avait toujours peur d'être mal jugée parce qu'elle était trop grosse et tout. Et elle m'a dit, après m'avoir vu, qu'elle a été inspirée, et du coup elle m'a dit que le jour où elle m'envoie ce message, elle va faire son premier casting pour faire du mannequinat. Et quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Parce que pour moi, je me dis, putain, mais non seulement ça touche des gens d'ailleurs, mais ça touche aussi des gens de la Réunion. Et c'était aussi un peu le but pour moi, quoi. Parce qu'à la Réunion, il y a encore un gros stigma là-dessus, par rapport au corps, par rapport au regard des gens. Beaucoup de gens ont peur d'aller au bout de leurs rêves parce qu'ils ont peur du regard des autres à la Réunion. Donc, de voir que les gens de la Réunion, justement, arrive à passer au-dessus, arrive à se dépasser, arrive à prendre des risques, là c'est là que je me dis vraiment le travail que je fais touche aussi ma communauté dans mon île quoi. Donc ouais. Très bien. Voilà qu'on parle de la Réunion. Donc après plusieurs années sur le continent, à donner des cours de danse, participer à des workshops dans plusieurs villes européennes, tu rentres à la Réunion et du coup c'est quoi le déclic? Quand je viens à la Réunion, j'organise mon premier cours de vogue. Du coup, je me dis je sais pas si ça va marcher, je sais pas s'il y aura du monde, je sais pas si ça va leur plaire ou pas, mais je tente. On va voir qu'est-ce que ça donne, on verra bien. Le cours complet. Allez, on fait un autre pour voir. Deuxième cours complet. Je refais un autre cours dans une salle un peu plus grande. Allez, on va essayer de refaire, on va voir si ça marche et tout, encore on refait. Complet. Je me disais, il y a une demande en fait. Et après, ce que je me suis rendu vite compte, les gens qui viennent dans ces cours-là, c'est les mêmes personnes. Et c'est des gens de la communauté LGBT réunionnaise, quoi. C'est vraiment des personnes, des personnes racisées, des personnes queer. Et je me dis, ça a totalement son sens parce que la ballroom scene a été créée par des personnes racisées queer. Donc je me dis, la ballroom scene a toute sa place à La Réunion parce que ça nous parle, ça nous concerne aussi, hein. En tant que colonie française, il y a aussi ce besoin, tu vois, d'expression où notre communauté ne peut pas forcément l'avoir facilement ailleurs. Donc j'ai vraiment senti, j'ai vraiment réalisé que la Réunion avait besoin de ça, qu'ils avaient besoin de cet espace-là pour s'exprimer, pour vraiment se donner un fond et se dépasser, créer et militer autrement, militer à travers la danse, à travers tout ça. La semaine dernière, j'ai organisé un bal à la Friche au port. C'était blindé de monde et surtout, la communauté était là, quoi. Elles sont tout le temps là et ça fait toujours plaisir de voir que les gens sont demandeurs et ils sont hyper réceptifs, quoi. À chaque fois, il y a que du positif qui en ressort. Donc voilà, j'ai vraiment réalisé le besoin de cette culture-là pour la Réunion, quoi. Donc du coup, je voulais revenir aussi en 2021. C'est l'année de la première marche des visibilités à La Réunion. Oui. Et où tu as également organisé le premier bal à la Cité des Arts à Saint-Denis. Est-ce que introduire la ballroom à La Réunion, ça a représenté un défi pour toi? Ouais. Non, c'était vraiment un gros défi parce que déjà, je me dis, on va faire le premier bal. Mais voilà, dans l'idée, c'était vraiment, pas qu'on commence de rien, parce que j'ai quand même commencé à apporter mon savoir-faire, tout ça. Mais je savais que ça allait être vraiment, le niveau allait être bas. Après, je sais que voilà, des fois, au début, j'avais tendance à trop vouloir me rattacher à ce que je voyais à Paris. Mais après, à Paris, ça fait déjà des décennies que ça existe. À La Réunion, c'est le tout premier bal. Et c'était un défi, mais je savais que voilà, j'étais super bien pris en charge avec l'association Requeer qui m'a super bien épaulé là-dessus.
et qui m'aide toujours d'ailleurs, qui m'a aidé la semaine dernière pour mon bol. Et ils m'ont beaucoup aidé sur le côté vraiment logistique, administratif. Moi, tout ce que j'ai eu à faire, c'était vraiment partager mon savoir-faire, partager mes idées de catégories, de thèmes, et surtout vraiment enseigner les gens. Mhm. Ils m'ont vraiment donné cet espace-là. Je me rappelle, lors de ce bol-là, c'était dans le cadre d'un festival. Donc, du coup, on avait plein de jours de libre. On pouvait faire un peu des ateliers, des cours, des répétitions et tout. Et donc, du coup, on a fait des ateliers de création de vêtements, travailler sur leur tenue pendant cette période-là. Il y a vraiment eu un travail et on a vraiment senti ils se sont dit, c'est le premier bol, on va tous le faire et tout. Et il y avait quand même pas mal de participants. Même si le Ouais, ils niveau étaient était pas... investis, quoi. Ouais, grave. Même si le niveau était pas ouf, c'est pas grave. Il faut commencer quelque part. Et du coup, c'était hyper bien, quoi. Et surtout, l'année suivante, le niveau a monté d'un cran, mais c'était vraiment incroyable, quoi. Trop bien. À ton retour, donc tu nous disais que tu donnais des cours de voguing, tu as commencé à lancer des bols et tu as également fondé la maison Lavo. Oui. Est-ce que tu peux nous partager un moment mémorable ou comment tu as créé cette maison et peut-être d'où vient aussi Lavo? Oui. Alors, Lavo, elle a officiellement débuté il y a 2 ans, le 31 octobre 2021. Lavo, pourquoi? Parce qu'en fait, elle a été créée par une de mes sœurs de Berlin et moi. En fait, elle travaille dans une bibliothèque, elle a accès à pas mal d'archives et de documents. Et en fait, on voulait vraiment créer une house qui nous ressemble et qui est vraiment ancrée sur le côté créole. Et pourquoi Lavo? Parce qu'en fait, Lavo vient de sorcière Marie Lavo, qui est une sorcière qui vient de Haïti. Et dans la house, il y a nous, il y a les Réunionnais, mais il y a aussi plein de gens qui viennent des Caraïbes aussi. Donc du coup, on a voulu trouver un nom qui puisse vraiment toucher tout le monde. Et Haïti, c'est une colonie française, donc il se rattache aussi à la Réunion, on parle français là-bas. Tu vois, on a voulu vraiment trouver un élément conducteur. Et il y a aussi, Mario, c'est une sorcière, et tous les gens de la house, on est tous un peu spirituels, plus ou moins, chacun, chacune. Mais en fait, surtout, le message de la house, de la maison Lavo, c'est surtout en fait d'honorer nos ancêtres à travers la ballroom scene. Donc à travers la danse, à travers le runway, à travers la mode, à travers le maquillage, à travers tous les différents axes qu'on a dans la ballroom scene. Et à La Réunion, c'est très important pour nous aussi, même dans l'organisation des bols. Moi, tous les bols que j'organise, en tout cas à la majorité, j'essaie toujours de rallier un aspect culturel relié à l'île dedans. Par exemple, j'ai le bal La Poussière qui est relié vraiment à la culture réunionnaise avec les catégories, les thèmes. J'ai voulu faire un jeu de mots avec le bal La Poussière et un bol. Du coup, bal La Poussière. Il y a aussi le bol que j'ai organisé la semaine dernière qui était l'afrocentrique Kiki Ball qui du coup était vraiment relié à la culture africaine. Donc du coup, on veut toujours honorer nos ancêtres en fait avec la maison Lavo. C'était vraiment montrer que dans ce mouvement vraiment d'exubérance, de mode, de grandes marques et tout, il y a aussi des gens qui sont très ancrés dans leurs racines. Et c'est ça qu'on voulait montrer avec la maison Lavo. Ok, et est-ce que les maisons, elles ont un lieu physique ou c'est plus une idée? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois clairement ce que tu veux dire. Alors, maintenant, il n'y a plus vraiment de maison, dans le sens vraiment la maison physique, il y a plus vraiment. Maintenant, comme le monde s'est ouvert un peu plus, du coup, les gens, chacun ont leur domicile, et souvent, le lieu, ça va être soit la salle de danse, la salle de répétition, ou un espace où ils se retrouvent, ou un spot, un QG, tu vois ce que je veux dire? Alors que Ouais. avant, à l'époque, c'est vrai que pas mal de house, ils habitaient tous ensemble. Ok. C'était comme un genre de refuge ou un truc comme ça? Exactement. Des fois, c'était dans des squats ou des refuges, comme tu dis. Ouais. Et ils se retrouvaient tous, quoi. Et c'était vraiment, d'où le nom house aussi, je pense. Hein. Ça prend tout son sens. Maintenant, il y a des houses il y a des houses commerciales qui sont vraiment limite comme des compagnies. C'est vraiment un peu comme des agences aussi. Il y en a, c'est vraiment un peu comme ça, mais il y en a, ils ont voulu garder ce côté famille-là. Et nous, on essaie de, voilà, garder ce côté famille aussi. Donc, même si on est tous un peu loin chacun, parce que du coup, il y a des Lavo à La Réunion. D'ailleurs, la House of Lavo à La Réunion, c'est la première Kiki House qui a été ouverte à La Réunion, officiellement. Ok. Ensuite, on a des gens à Berlin, on a des gens à Paris, on a des gens à Londres, en Espagne. Enfin voilà, c'est une house qui est très répandue en Europe, enfin dans le monde même. Et l'idée c'est que voilà, je voulais à tout prix qu'il y ait des Réunionnais dedans, parce que mine de rien,
la ballroom touche les minorités. Donc autant aux États-Unis, ça va être des personnes latino, afro-américaines, mais en France, ça va être des personnes africaines, des personnes des Caraïbes, quoi. Donc il y a beaucoup de personnes antillaises et tout. Et puis je me suis dit, mais quand je suis arrivé, quand j'avais commencé, je voyais pas beaucoup de Réunionnais, Réunionnaises. Je me disais, mais où ça va le Réunionnais là, il est, où ça va là, il est, tu vois. Et je me disais, ben, il y a personne, ben, on va les trouver. Donc, du coup, j'ai commencé à les prendre. Là, je suis en train de prendre pas mal de Réunionnais, Réunionnaises pour qu'on montre qu'on a du talent aussi, quoi. Ok. Et aujourd'hui, il y a combien de house à La Réunion? Alors, actuellement, ben déjà nous, la Maison Lavaux. Après, il y a la House of Zarlor, qui est une Kiki House qui a ouvert à La Réunion également. La Kiki House of NSI, qui a été ouverte ici aussi. Il y a la House of Pilon, qui a été ouverte ici aussi. Ouais. Créatif les noms, hein. Mais c'est cool, c'est vraiment relié à leur identité, quoi. Après, t'as la Belgique et Kent. On a 6 house, on va dire. 5 Ok. vraiment, 5 vraiment officiels. Et il y a une qui est en train de s'ouvrir. Donc voilà, on est à 5, 6 house. Donc c'est déjà bien. Bah oui, pour un petit territoire. Ouais, grave pour Mm, une house qui a 1 ou 2 ans. Et surtout que on est l'un des seuls dom-tom qui fait vraiment des bols comme ça, quoi. Il y a des D'accord. dom-tom où ils peuvent pas le faire parce que déjà l'homophobie est pas au même niveau que Présente. nous, beaucoup Ouais. plus présente dans les endroits. On a la chance quand même d'avoir des municipalités qui nous acceptent ou qui nous tolèrent, tu vois ce que je veux dire, et qui nous laissent un Ouais. peu l'exprimer un peu. Du coup, ben, ça crée les espaces et les gens ont plus de facilité à se montrer. Mais il y a d'autres dom-tom où c'est pas aussi facile. Mm, C'est pour ça que je leur dis tout le temps, on a beaucoup de chance. Donc, n'ayez mm. pas peur, profitez, venez, quoi. Tu parlais du coup de villes qui vous acceptent, etc. C'est vrai que en fait transmettre la culture ballroom, ça implique un engagement. Et comment toi tu abordes cet aspect un peu de ton rôle en fait, tu vois? Bah oui, c'est une bonne question. Enfin, moi, je prends ça vraiment à cœur parce que c'est une culture déjà qui est très importante à mes yeux pour la communauté. C'est quelque chose qui aide à sauver des vies. Mine de rien, c'est des gens qui, beaucoup de jeunes queers m'ont déjà dit, ben, Luna, tu m'as sauvé la vie grâce à ça. Je savais pas qui j'étais et tout. Et je sais que pas mal d'espaces, notamment des boîtes de nuit, le monde de la nuit, tout ça, eux, ils savent que c'est des communautés qui ramènent du monde. Du coup, beaucoup veulent un peu se servir de ça pour leur propre bénéfice, par exemple, pour se Mhm. faire de l'argent sur notre tête. Et moi, je suis un peu la défenseuse, la gardienne, tu vois, pour protéger déjà mes kids. Ce que je dis, tous les gens, la communauté, c'est un peu mes enfants, même si, voilà, ils sont pas dans ma house et tout, mais ça reste quand même mes enfants. Je veux leur protéger au maximum et Mhm. protéger cette culture-là qui est très importante pour notre communauté. Et du coup, mon rôle, c'est vraiment, ben, d'enseigner au maximum, déjà à travers mes cours, mais aussi dès qu'il y a des rassemblements, j'essaie voilà, d'enseigner au max mes connaissances et surtout les protéger, quoi. Dès que je vois un truc qui cloche, que je vois un truc qui est mal fait, ben, je leur dis, par exemple, ils veulent organiser un bol et le bol, par exemple, il y a un truc qui est mal écrit. Je leur dis direct, c'est pas bon, changez ça ou je leur fais comprendre ça, voilà. L'idée, c'est vraiment, pour moi, là, c'est vraiment d'enseigner au maximum de choses pour qu'ils puissent vraiment, ben, être protégés. L'idée, moi, c'est vraiment là de enseignement parce que y a rien de pire que une scène qui se développe sans connaître les codes. Donc, Ok. mon but, c'est vraiment d'enseigner au maximum les codes pour que tout se passe au mieux et que la scène soit reconnue aussi, ben, en Europe, quoi. Ouais. Et justement, j'allais te demander comment la scène bar locale, elle se distingue des autres dans le monde ou dans l'Europe. Se distinguer, c'est, je pense, ben, déjà du cadre, parce que déjà, ben, la Réunion, c'est un paradis sur Terre, hein. On a la chance de pouvoir faire des bols dans des magnifiques endroits en extérieur, tout au long de l'année, parce que nous, il fait beau tout le temps, et là-bas, ben, s'il fait froid, tu peux pas forcément faire des bols en extérieur, faut à tout prix une salle, et ça peut revenir plus cher, tout ça, et Mhm. nous, on peut un peu le faire partout. Donc, t'as une baffe, un micro, c'est bon, tu peux faire un bol n'importe où, en vrai, hein. Moi, ce que j'aime beaucoup à la Réunion, en fait, c'est l'héritage culturel qu'on a, en fait. C'est vraiment de montrer tout ce métissage à travers des catégories. C'est vraiment un clash de culture, mais qui, pour moi, se marie très bien avec Mhm. déjà, par exemple, la culture malbar avec tous les ornements, tous les bijoux, Ouais. la culture malgache avec la musique, les percussions, qui te prend dans les tripes et tout. Ben,
Pour moi, c'est la même sensation que j'ai quand j'écoute une musique de Vogue, quoi. Le truc te prend dans les tripes et je pense que beaucoup se sont reconnus très vite dedans et c'est pour ça que c'est très populaire maintenant, quoi. Ok. Et comment tu imagines du coup l'évolution de la scène ballroom à La Réunion dans les années à venir? Fou. Alors, franchement, Tu vis je trop dans pense. l'instant présent? Non, 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 franchement, non, parce que, mine de rien, moi, je suis quelqu'un, je me projette toujours avant de m'embarquer dans quelque chose. Mais pour le coup, moi, je pense que la Réunion, elle va, si on est continuer à faire ce qu'on fait là, je pense que la Réunion va réussir, en fait, à créer sa propre ballroom scène locale à part entière, où elle aura ses propres catégories, où elle aura ses Ouais. propres thèmes, elle aura ses propres idées, tout en respectant bien évidemment les codes qui a été apportés, bah, déjà par mes connaissances, mais surtout qui a été apporté de New York, qui arrive à Paris, et qui arrive à La Réunion. Mais Mhm. je pense qu'elle va vraiment devenir une scène à part entière, avec ses propres codes, et c'est un peu mon but aussi. Hein. Genre là, moi, je crée des catégories, je crée des trucs qui n'ont pas été faits en France, parce que je veux que les gens de La Réunion puissent se refléter en fait avec ces bols là. Donc voilà, donc je pense qu'elle va vraiment devenir une scène à part entière dans l'océan Indien parce que je sais que même les gens de Maurice et tout, ils voient ce qui se passe ici. Voilà, je veux que La Réunion devienne un peu une destination pour cette activité là quoi. Faire un peu du Ok. tourisme culturel comme on dit. Mhm. Bon, on arrive à la fin de l'interview. Yes. En fait, j'aimerais bien savoir si tu peux nous partager les projets futurs sur lesquels tu travailles en ce moment, que ce soit sur la scène, dans l'enseignement de la danse ou tes engagements militants. Oui. Alors déjà pour l'année prochaine, l'idée c'est un peu de garder la même cadence. Alors j'ai à la fois avec ma troupe In Motion Crew, on va lancer pour Maya Kamati pour un de ses concerts. Donc du coup là on est en train de préparer toutes les chorégraphies pour ses chansons. Vous n'êtes pas allé à l'Olympia? Non, malheureusement. Non, malheureusement pas le budget. Enfin, non, pas le budget. C'est compliqué, on est beaucoup, hein. On est 11. Donc pour Ah payer oui, tous les billets d'avion, franchement on aurait bien voulu, hein. Mais ouais, malheureusement c'est pas le moment. Peut-être un jour, hein, qui sait. la prochaine fois. Prochaine fois. Ouais, prochaine fois. On croise les doigts. Ouais, et du coup, ben, on prépare ce spectacle-là. Après, moi, je continue toujours à organiser des balls. Et l'idée, c'est que je continue un peu à monter le niveau en créativité, en termes de thèmes, de catégories, de création de visuels, tout ça. De monter de grade, en fait. Continuer à monter le level en termes de qualité d'événement. Je travaille aussi sur un projet, là, vidéo. Je peux pas en dire davantage, mais voilà, je travaille sur un gros projet artistique qui va permettre en fait d'archiver un peu tout ce qui s'est passé justement dans la ballroom scene réunionnaise durant ces 3 dernières années. Et du coup, c'est un gros projet que j'aimerais justement présenter un peu sous forme soit d'expo ou de voilà. Donc il y a ça et je sais pas quand ce sera prêt, mais peut-être fin d'année ou même avant, à voir. Donc il y a Ok. ça et pour le moment, je pense que c'est déjà pas mal. Bah ouais, c'est déjà super. Ouais, d'ailleurs, en janvier, là, je vais juger un bol à Berlin. Genre, ils m'ont contacté pour que j'y aille. Ils m'ont dit qu'on veut que tu viennes et tout. Je leur ai dit, vous êtes sûr que vous voulez de moi? C'est billet cher, hein, la Réunion, billet cher, hein. Ils m'ont dit, non, non, c'est toi qu'on veut faire venir. Du coup, là, paye mon billet, tout. Donc, du coup, là, mais ça va Berlin en janvier. Donc, Ah bah, ça c'est cool. voilà, c'est tout pour le moment. Ok, et ben, on a des questions traditionnelles dans notre podcast. Donc, Oui, c'est nos questions de fin. ouais. On aimerait savoir quel Réunionnais devrions-nous tous connaître selon toi? Alors, selon moi, une personne que vous devriez tous connaître, alors c'est une personne très chère à mon cœur. C'est ma nièce. Elle s'appelle Estelle, nom d'artiste Estelle in Motion. Pourquoi la connaître? Parce que c'est une personne qui est très 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 créative. C'est une très très bonne danseuse. C'est une super chorégraphe et surtout c'est une personne qui a un œil artistique très développé. Elle fait partie de la maison Lavo. D'ailleurs, j'ai recruté, je l'aide à qu'elle se développe mais c'est surtout une personne qui nous réserve plein de belles choses l'année prochaine parce qu'elle fait aussi de l'audiovisuel, elle fait de la vidéo, donc c'est une personne qui aura énormément de choses à nous présenter l'année prochaine. Je vous dis pas plus, on va collaborer sur pas mal de trucs, elle et moi aussi, donc il y aura de belles choses qui sera à proposer l'année prochaine avec elle et moi et surtout que je veux que vous découvriez son talent quoi. Ouais, ok, super.
Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations de Réunionnais ou des personnes en fait qui aspirent à suivre un chemin similaire au tien? Oui, alors du coup, moi, le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment de ne pas abandonner, de croire en ses rêves et surtout, voilà, de garder la tête haute, d'assumer ses choix. Parce que souvent, surtout quand on prend un chemin qui est un peu différent, qu'on sort un peu des sentiers battus et qu'on casse un peu les codes dans nos choix de vie, on peut vite être influencé par ce qui est autour de nous. Donc, des fois, ça peut être les amis, des fois, ça peut être la famille même, qui croient pas forcément en tes projets. Mais si toi, au fond de ton cœur, tu sais que c'est ta destinée, c'est ce que tu veux faire, it's your calling, comme on dit en anglais, c'est vraiment ta destinée, vas-y quoi. Va vraiment au bout de tes rêves et n'abandonne pas. Travaille dur et voilà, c'est vraiment pour moi, c'est de croire en ses rêves et d'y aller quoi, de prendre le risque d'y aller. Parce que, mine de rien, si tu échoues, du coup, tu vas faire quoi? Ou reviens à la Réunion, ou bien tu fais autre chose, tu vois ce que je veux dire? Mais au moins, tu auras tenté. Et si ça marche, écoute, tu réalises ton rêve, quoi. Donc, voilà. C'est beau. Et la dernière question, c'est est-ce qu'il y a une expression créole que t'aimes bien et que tu voudrais nous partager? Alors, oui, du coup, j'en ai deux. J'en ai deux. Okay. Alors, ouais, moi, je casse les codes, jusqu'au bout. Tiens, moi, M de là ou deux. Alors, la première expression, c'est ou cause moi il coule sur moi comme de l'eau sur feuille songe. Ouais. Ça là, on nous l'a dit pas souvent. Non, ça c'est pour moi ça me parle trop parce que justement l'état d'esprit que j'ai des fois quand je suis dans des endroits où je sais que je peux être jugé, je me dis ça un peu. Je me dis ça dans le sens où je me dis ça coule quoi. C'est juste des paroles, c'est pas des actions, c'est que des paroles, ça t'atteint pas. Un deuxième causement, c'est TH, il coupe gros bois. Et ça, c'est aussi une autre mentalité que j'ai, c'est vraiment la persévérance et de surtout croire au processus. Moi, c'est ce que j'adore. C'est vraiment au-delà du résultat qui peut être une victoire, une défaite, etc. Moi, les moments que j'aime le plus, en fait, c'est le processus. C'est-à-dire vraiment le moment où on travaille, où on se dépasse, le moment où on est dans la salle de répétition, tu t'entraînes à fond et que tu vois le développement qui arrive et le résultat c'est la victoire, mais la victoire elle est là pourquoi? Parce que tu as travaillé avant. Et justement, c'est des petites étapes qui font des grands accomplissements. Pour moi, TH, il coupe gros bois. Ok, nice. Écoute, un grand merci à toi Luna d'être venue battre carré avec moi. Avec plaisir. On peut te retrouver sur Instagram à Luna Umbra. Yes. Est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs? À Berlin en janvier, mais bon, je sais pas si des gens à Berlin nous écoutent. Espérons. Oui, comme tu l'as dit, vous me trouvez sur Instagram, c'est là où je suis le plus réactif, on va dire. Mais en tout cas, voilà, pour tout ce qui concerne l'actualité reliée à la ballroom scene réunionnaise et tout, c'est vraiment sur ma page que vous pouvez retrouver ça. Aussi, comme tu l'as dit, si il y a des Réunionnais qui nous écoutent qui sont à Berlin, retrouvez-moi le 27 à Berlin pour un kiki-ball. Ce sera une occasion pour échanger. Et voilà, et peut-être à Paris aussi l'année prochaine. Je serai peut-être à Paris durant l'automne prochain. Donc voilà. Bon, on suit tout ça sur ton Instagram, quoi. Voilà, tout ça, ce sera sur mon Insta. Si vous voulez qu'on discute, je réponds toujours aux messages. Et surtout, si vous avez des questions reliées à la ballroom scene, casse une petite blague, voilà, discuter, je suis là. Et un grand merci Bat Carré de m'avoir reçu encore une fois et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Écoute, merci infiniment pour ta générosité et nous avoir raconté ton histoire et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à batcarré, @bat-kare. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, on la retrouve ?